internationale prévoit une série de critères dans lesquels une personne peut se reconnaître pour obtenir un statut de réfugié, autrement dit, une protection dans le pays dans lequel elle a introduit sa demande. Alors, je vais reprendre avec vous la définition qui se trouve contenue dans la Convention de Genève. Pour la Convention de Genève, un réfugié, c'est, je lis avec vous, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dans lequel elle a la nationalité et qui ne peut se réclamer de la protection de son pays ou qui ne veut ou ne peut y retourner. Voilà, on a une définition très dense ici, qui est une définition juridique. L'important à ce stade-ci, c'est de comprendre que dans l'imaginaire collectif, le réfugié est le migrant ayant droit par excellence, c'est-à-dire quasi l'ultime figure légitime de la migration au regard du régime migratoire actuel. Et c'est à partir de cette catégorie qu'on va notamment disqualifier d'autres catégories de migrants n'appartenant pas à cette première catégorie de réfugiés. Donc, ce qui est important à rappeler, c'est que la définition que je viens de donner est commune à l'ensemble des États signataires de la Convention de Genève. Et donc, les droits et protections attribués à une personne réfugiée ont une portée logiquement universelle. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Maintenant, je vous propose d'entrer finalement dans le détail. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Donc, en dépit de cette portée universelle, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que la définition de la catégorie de réfugiés telle que je viens de l'énoncer dans la Convention de Genève est en fait le résultat d'un rapport de force entre puissances. Et pour le dire un peu de manière schématique, on peut imaginer qu'au moment de la rédaction de la Convention de Genève, deux blocs de puissances antagonistes s'opposent et vont également s'opposer sur la définition qu'on va donner à la catégorie de réfugiés. Un premier bloc, qui est le bloc occidental. Et pour ce bloc occidental, il est important de mettre au centre de la définition de la catégorie de réfugiés la question du respect des libertés individuelles et donc une personne qui est persécutée politiquement craint pour ses libertés individuelles, et c'est cet élément-là qui, selon ce bloc occidental, doit être au centre de la définition de réfugié. Tout à fait à l'inverse, on pourrait dire que le bloc soviétique, lui, pousse au contraire pour qu'au centre de la définition de la catégorie de réfugiés se trouve la question des inégalités socio-économiques, des droits socio-économiques et collectifs, plutôt que les libertés politiques et individuelles. Alors, puisque je viens de lire la définition, vous avez compris quel était le bloc qui l'avait emporté sur la définition de réfugié. Un réfugié, c'est bel et bien une personne qui fuit pour des raisons politiques, parce qu'elle craint pour ses libertés individuelles. Et donc, dans ce bras de fer entre puissances, c'est le bloc occidental qui l'a emporté. Mais on pourrait émettre l'hypothèse selon laquelle la définition du bloc soviétique l'aurait emporté sur la définition du bloc occidental. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? On aurait une forme d'inversion des figures de l'acceptabilité. Le migrant économique serait aujourd'hui l'ayant droit par excellence, la figure légitime du régime migratoire, tandis que le réfugié politique, lui, serait considéré comme indésirable. Et donc, ça, c'est une première entaille dans la portée universelle qu'on veut attribuer à la catégorie de réfugiés. C'est qu'on comprend à partir de l'exemple que je viens de donner qu'on a en fait un usage de la catégorie de réfugiés qui est un usage politiquement situé sous couvert d'universalité. Ça, c'est un premier problème. Un second problème, on peut passer à la slide suivante, merci. C'est que dans la définition que je viens de donner, on précise, donc dans la définition de la Convention de Genève, on précise qu'un réfugié est une personne qui craint pour sa vie, qui craint avec raison. Et cette notion de craindre avec raison n'est pas du tout anodine. Et je vais m'expliquer, je reprends un petit peu mes notes. Qu'est-ce que ça implique? Une personne qui craint avec raison, ça implique qu'il faut qu'il y ait un système qui est censé évaluer le degré de crainte individuelle du demandeur. Et c'est d'ailleurs le cas
lorsqu'un demandeur d'asile dépose sa demande auprès d'une administration nationale, il est soumis à une interview qui est menée par un membre de l'administration de l'État dans lequel il vient déposer sa demande. Et c'est le responsable de cette administration qui est responsable pour définir si oui ou non la personne craint avec raison pour sa liberté. Et donc ce système d'évaluation du degré de la crainte individuelle du demandeur, elle est placée entre les mains d'un État. Et donc ça pose un problème à l'universalité, à la portée universelle de la catégorie juridique de réfugiés, puisque la portée universelle des droits contenus dans la Convention de Genève viennent systématiquement se heurter à la souveraineté des États. Et donc ça, sur le terrain, ça s'observe de manière très, très pragmatique. On a vu plusieurs exemples sur la législature de Theo Franken, mais également sur celle de Maggie De Block et très certainement, même si je n'ai pas encore de données, très certainement sur la législature actuelle de Sami Madi. On sait que chaque État, au moment où il reçoit une demande, est libre de procéder, par exemple, à l'accélération de la procédure de reconnaissance ou au contraire au ralentissement de la procédure de reconnaissance. L'État est libre de décider de multiplier les situations permettant un examen allégé des demandes ou au contraire de les alourdir. Il peut aussi réduire les délais de recours, ce qui aura un impact évidemment sur la possibilité qu'une personne entame un recours pour néanmoins rentrer dans les critères de la Convention de Genève. Et l'État est tout aussi libre d'ailleurs de réduire le nombre de dossiers à traiter quotidiennement par son administration. C'est ce qu'on avait eu au moment du déclenchement de la dite crise des réfugiés, où le gouvernement Michel avait drastiquement réduit le nombre de personnes qui pouvaient déposer l'asile, créant ce qu'on a vu, c'est-à-dire des embouteillages dans les circuits de la mobilité internationale, avec ce qui s'est traduit chez nous, en tout cas à Bruxelles, dans l'occupation du parc Maximilien par des candidats réfugiés. Donc, cette tension entre universalité des droits de la Convention de Genève et la souveraineté des États mène à une série de situations paradoxales. Slide suivant. Une des conséquences, c'est que il se peut que des acteurs, des demandeurs d'asile, se trouvent dans une situation où les critères pour appartenir à la catégorie de réfugiés collent tout à fait à la définition de la Convention de Genève, mais d'un autre côté, pour une série de raisons, l'administration étatique auprès duquel il introduit sa demande décide de ne pas le faire rentrer dans les critères. Et donc on se retrouve avec un cas un peu paradoxal d'une personne qui serait ni régularisable aux yeux de l'État, ni expulsable aux yeux de la Convention de Genève. Ce qui arrive également, c'est qu'un État décide d'alourdir la procédure de dépôt d'une demande d'asile au prétexte qu'il veut être attentif à la lutte contre ce qu'on appelle aujourd'hui les faux demandeurs d'asile ou les faux réfugiés. Et donc, il est très courant d'entendre dans les discours politiques notamment que la lutte contre les faux réfugiés est mise au service d'un accueil plus digne des vrais réfugiés. Autrement dit, on va alourdir les procédures de demande de manière à être certain dans l'esprit de l'État, d'être certain que les personnes qui obtiennent leur statut de réfugié soient bien de vrais réfugiés et qu'on ait pu faire le tri et dès lors criminaliser les personnes qui sont considérées comme étant des faux réfugiés. Et on a eu un exemple très très concret pendant la législature de Theo Franken qui a opposé en fait d'une certaine manière les demandeurs d'asile syriens. Alors pour ceux qui s'en souviennent, entre 2015 et 2017, la figure du demandeur d'asile est un peu la figure paradigmatique du migrant candidat réfugié. Et entre 2015 et 2017, c'est vrai qu'on a vu un gros taux de reconnaissance des demandeurs d'asile syriens en Belgique. À l'inverse, au même moment, les demandeurs d'asile soudanais, eux, n'étaient pas reconnus, alors qu'ils sont également issus d'un régime autoritaire qui torture, etc. Et on a vu un Theo Franken et son administration collaborer avec le régime soudanais pour accélérer les retours forcés des Soudanais vers leur pays d'origine. Donc on voit ici que cette tension entre vrais et faux réfugiés, elle est très relative et elle dépend réellement de la manière dont les États conçoivent les figures
légitimes et à qui elles veulent offrir une forme de protection. Donc, ce qu'on comprend à ce stade-ci, pour la figure du réfugié, pour terminer cette première figure paradigmatique, c'est que la performativité de la catégorie de réfugiés, elle réside dans son potentiel de justification des mesures d'ordre liberticide qui visent à criminaliser particulièrement ceux qui ne sont pas réfugiés. Et donc, l'usage que fait l'État de cette catégorie de réfugiés sert à bien des endroits à disqualifier et à criminaliser les migrants qui n'appartiennent pas à cette catégorie de réfugiés. Et parmi ces catégories se trouve la figure paradigmatique opposée à celle du réfugié, qui est celle du migrant économique, et donc je vous invite à changer de slide. Hein, le migrant économique, c'est à l'inverse de la figure du réfugié, le migrant qui est considéré comme illégitime au regard du régime des frontières tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce que c'est un migrant économique, il faut revenir un petit peu en arrière et d'abord préciser que les causes de la migration, où il y a une vilaine faute d'orthographe, cause de la migration avec S, je suis vraiment désolé, les causes de la migration, elles sont multiples. On appelle ça en sociologie de l'immigration, on dit que l'immigration est multifactorielle, c'est-à-dire qu'on peut fuir son pays pour des raisons économiques, humanitaires, politiques, climatiques, et que c'est bien souvent un enchevêtrement de différentes causes et différents motifs au départ qui président à la migration d'une personne, et qu'il est très très difficile à partir des témoignages des migrants d'isoler réellement une seule raison qui a présidé à la migration. Pour ça, je renvoie notamment à l'enquête réalisée par la coordination des sans-papiers, et je pense qu'Azad et Serge en parleront bien mieux que moi, mais cette enquête qui vise à produire des données sur les personnes sans-papiers présentes sur le territoire, elle démontre par A plus B que la majeure partie des personnes interrogées ont quitté leur pays pour différents motifs entremêlés entre eux. Et donc qu'il est impossible de démêler dans ces motifs un motif qui primerait par rapport à un autre. Donc ça, c'est le premier élément, les migrations sont multifactorielles. Le deuxième élément, c'est qu'il faut se souvenir qu'avant 1974, l'immigration en Belgique est essentiellement une immigration de travail. C'est une immigration économique. D'ailleurs, l'immigration est gérée à ce moment-là par le ministère du Travail et le rôle joué par les organisations syndicales et les organisations patronales est un rôle très important dans la régulation de cette main-d'œuvre étrangère. Et puis en 1974, c'est un peu un changement de paradigme parce qu'à la suite des conséquences du choc pétrolier de 1973, le gouvernement belge, le gouvernement fédéral belge, à la tête duquel se trouve Léo Tindemans, du nom du Premier ministre CVP de l'époque, décide de manière unilatérale de fermer les frontières à l'immigration économique. Leur objectif, en fermant les frontières à l'immigration économique, c'est premièrement de rassurer un petit peu la main-d'œuvre locale quant aux potentielles concurrences que jouerait une main-d'œuvre étrangère, mais également, très rapidement, de mieux sélectionner la main-d'œuvre selon les besoins du marché du travail national. Au moment de la fermeture de l'immigration, au moment de la fermeture des frontières à l'immigration économique en 1974, l'asile et le regroupement familial deviennent les ultimes voies d'accès au territoire européen. Et donc, il y a beaucoup de migrants dits économiques qui tentent d'arriver sur le territoire et qui, au moment où ils arrivent sur le territoire, n'étant plus régularisés pour des motifs économiques, vont entamer des procédures de demande d'asile. Or, ces procédures de demande d'asile vont lever la suspicion de l'administration de l'État et les migrants économiques vont être systématiquement considérés comme de faux demandeurs d'asile. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a bien un changement de cap entre avant 1974 et après 1974. Jusqu'en 1974, c'est une posture très utilitariste qui prime dans le chef de l'État belge. Les migrants économiques sont le bienvenu puisque, quelque part, il y a du travail pour tout le monde. On a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, corvéable, sous-payée pour notamment construire le métro ici à Bruxelles, construire les routes, etc. Et que dès lors que l'immigration économique est stoppée de manière officielle en 1974,
le migrant économique devient l'archétype de l'indésirable. Il est affublé de tous les maux de la société. C'est à cause de lui qu'il y a de la concurrence avec les travailleurs locaux. C'est à cause de lui qu'il y a la montée du chômage, etc., etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement. Et donc, au moment où le migrant économique devient l'archétype de l'indésirable, au même moment, le réfugié devient l'archétype du migrant, je ne vais pas dire désirable, mais du migrant légitime. Alors, c'est dans ce courant de pensée qu'au début des années 2000, va être forgée la notion d'immigration choisie. Alors, je ne sais pas si tout le monde se souvient que cette notion est une notion qui a été popularisée notamment par Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est repris à plein d'égards par d'autres hommes et femmes politiques, notamment belges. Alors, j'ai cité Georges-Louis Boucher, mais aussi Sami Madi, qui la semaine dernière, sur un plateau de la RTBF, annonçait que pour lui, la bonne migration économique, c'était une immigration choisie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immigration choisie? C'est de dire que l'État d'immigration s'octroie le droit de sélectionner les migrants à l'entrée, à faire rentrer sur son territoire en fonction des besoins de l'économie locale. Donc, pas du tout en fonction des besoins du migrant lui-même, vraiment en fonction du besoin de l'économie locale. Autrement dit, on a besoin de migrants pour venir remplir des métiers dits en pénurie. Pour rappel, les métiers en pénurie, c'est essentiellement des métiers dont les citoyens belges ne veulent plus. On a tendance à les résumer en les trois D, c'est dirty, dangerous and disgusting. Donc, c'est une série de métiers que les citoyens belges ne veulent plus faire. Et donc, on a besoin, quelque part, d'une main-d'œuvre étrangère qui accepterait de venir remplir ces métiers dont plus personne ne veut. Et puis, pour les autres, eh ben, l'État belge admet qu'il n'est pas compétent, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et donc, ce mécanisme de l'immigration choisie, vous commencez à comprendre où je veux en venir, il fonctionne depuis un double mouvement. D'un côté, la réouverture des frontières aux migrants économiques implique de déterminer en amont les besoins du marché du travail local et donc de pouvoir dire quels seront les migrants qui seront utiles et ceux qui ne seront inutiles au marché du travail local. Ceux qui seront inutiles seront priés de ne pas venir, tandis que ceux qui seront utiles seront au contraire attirés par le marché national local. Et dans l'autre sens, il s'agit, pour que le mécanisme de l'immigration choisie fonctionne, il s'agit de réduire les possibilités alternatives de rentrer et de séjourner légalement sur le territoire. Évidemment, puisque si la logique, c'est l'immigration choisie et c'est accueillir des migrants qui vont occuper des métiers en pénurie, les autres possibilités d'arriver sur le territoire de manière légale, par exemple l'asile ou le regroupement familial, doivent être réduites au maximum, parce que sinon, ces personnes vont venir occuper des emplois qui ne sont pas les emplois de l'immigration choisie. Donc, il y a 4 piliers sur lesquels repose l'immigration choisie. Et donc là, on peut passer au slide suivant. Un premier pilier qui est cette idée qu'il faut lutter contre l'immigration illégale, c'est-à-dire qu'il faut les gens sans motif n'ont pas à venir chez nous. Deuxièmement, c'est réduire l'immigration familiale, le regroupement familial, c'est-à-dire l'autre canal qui participerait à faire venir des nouvelles personnes sur le territoire par des voies légales. Troisièmement, il faut faciliter l'entrée de ceux qui répondent directement aux besoins du marché du travail local, les secteurs dits en pénurie. Et enfin, multiplier les accords bilatéraux avec des États étrangers, des États pour lesquels ils n'ont aucun problème, qui ont par exemple un gros vivier de travailleurs non employés dans leur pays et qui n'ont du coup aucun problème à participer à la fuite des cerveaux et à les envoyer remplir des métiers en pénurie, en l'occurrence en Belgique. Donc, ce qu'on comprend, et on peut changer le slide de nouveau, merci beaucoup. Il te reste environ 5 minutes, juste pour t'informer. Ouais, je vais essayer de couvrir ces 5 minutes largement. Ce qu'on comprend, du coup, c'est qu'on a une réelle évolution dans la perception de l'immigré. Ce migrant économique va être suspecté d'être subi ou de dérangé à partir du moment où le métier ou le diplôme qu'il viendrait combler ne correspond pas à une pénurie du marché national. À l'inverse, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les cases
des métiers en pénurie vont être alors criminalisés. C'est tout la logique de la sans-papiérisation des migrants, qui sont, comme vous le savez, et comme nos camarades l'expliqueront sans doute mieux que moi plus tard, soumis à des contrôles, à des rafles, à des arrestations, à des enfermements en centre fermé, voire à des expulsions forcées. Alors, je propose de passer peut-être à la figure suivante. C'est la dernière figure que je propose de dénoncer ici. C'est la figure du passeur. On t'a sauté, vous avez sauté un slide, si je peux me permettre. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'un passeur? Alors, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que la figure des passeurs, contrairement aux deux autres figures, elle fait l'objet d'une désapprobation morale totale dans la société occidentale. L'existence de réseaux de passeurs est d'ailleurs un élément qui va justifier à bien des égards les politiques ultra-sécuritaires en matière migratoire, à tel point que la lutte contre l'immigration clandestine, qui s'appuie manifestement sur des réseaux de passeurs, apparaît comme un des rares points d'accord entre les États membres de l'Union européenne. Et j'en veux pour preuve l'empressement avec lequel l'ensemble des gouvernements européens a foncé dans la ratification du pacte de Marrakech, alors que ce pacte de Marrakech insiste très fortement pour réprimer les réseaux de passeurs au nom de la lutte contre l'immigration clandestine. Et donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que cette figure du passeur, c'est un peu le contre-champ nécessaire pour lutter contre l'immigration clandestine. Et en même temps, cette figure, elle va venir justifier le fait qu'on n'assouplisse pas les mesures d'accueil et de régularisation des migrants, même ceux qui sont a priori des ayants droit. Autrement dit, on ne va pas reconnaître les droits des personnes sans papier en Belgique au prétexte qu'ils sont arrivés en Belgique par des canaux clandestins, monopolisés par des réseaux de passeurs, et ces réseaux de passeurs étant des réseaux de criminels, il n'y a aucune raison de régulariser ces personnes sans papier une fois qu'elles sont arrivées ici, parce qu'alors on donnerait du crédit aux réseaux de passeurs. Ça, c'est la logique dans laquelle le régime des frontières se trouve aujourd'hui. C'est ça qui me fait dire que finalement, la figure du passeur est, à mon sens, la figure qui est centrale dans la politique migratoire restrictive actuelle, restrictive et répressive actuelle. Et là, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, donc j'ai peur de couper. Je vais vraiment accélérer pour rester en contact avec vous. On peut passer au slide suivant. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais très bien qui sont ces passeurs. Ce sont des réseaux qui sont clandestinisés, on a très peu d'informations sur eux, et donc j'ai isolé 3 cas de types de passeurs. Les premiers types de passeurs pourraient être considérés comme des facilitateurs. Et je veux citer en exemple le cas de Cédric Héroux, qui est un agriculteur qui habite dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, et qui, pendant tout un temps, a permis à ce que des migrants passent la frontière, une frontière qui était particulièrement meurtrière au moment de la crise des réfugiés. Et ben, Cédric Héroux, c'est un facilitateur, il n'a pas reçu d'argent pour être entré en solidarité avec des personnes migrantes, mais sa solidarité a été criminalisée. D'une certaine manière, on pourrait estimer que les hébergeurs de la plateforme d'hébergement ici à Bruxelles, qui ont subi, je le rappelle, un procès, sont aussi quelque part des passeurs, puisqu'ils ont produit des mécanismes et des outils de solidarité pour les migrants, et qu'eux ont été criminalisés également par l'État belge. Une deuxième figure du passeur, ça pourrait être les figures des policiers corrompus. Alors, on a beaucoup de données dans les enclaves marocaines de Ceuta, Melilla, qui, pour arrondir leur fin de mois, prennent un bac chiche et ferment les yeux au moment où des personnes passent les frontières, y compris des frontières que ces policiers sont supposés surveiller. Le troisième cas est le cas, selon moi, le plus complexe, qui est le cas de ce que je pourrais appeler des passeurs passés. Des passeurs passés, ce sont en fait des candidats à la migration, des candidats demandeurs d'asile qui, pour réduire le coût du passage, acceptent de jouer un rôle actif dans le passage de la frontière. Alors, c'est très souvent le cas pour les personnes qui traversent la Méditerranée en bateau. C'est
assez clair qu'il n'y a pas une personne qui va déposer de l'autre côté de la Méditerranée et puis qui revient avec son bateau vide jusqu'aux côtes africaines. Non, généralement, cette fonction-là est confiée à un demandeur d'asile qui, en l'échange d'une ristourne sur le prix de son passage, accepte de jouer le rôle de passeur, mais donc se retrouve à la fois passeur et passé. C'est, pour le dire rapidement, un cas similaire qui se passe dans l'affaire Maouda, du nom de cette petite fille kurde qui a été tuée par une balle de la police et dont le procès s'est clôturé à Mons la semaine dernière. Mais je vais peut-être laisser plus en parler ma collègue avocate. Ce que je voudrais préciser, c'est que la criminalisation des réseaux de passeurs, elle a d'abord et avant tout, selon moi, une fonction d'occulter la responsabilité des pays qui refusent d'accueillir les migrants, y compris ceux qui sont des ayants droit réfugiés, et leur politique migratoire qui rendent en fait la traversée des frontières chaque jour plus compliquée et plus meurtrière. Et donc, le registre qui vise à criminaliser les passeurs est très souvent utilisé pour discréditer publiquement l'action des personnes qui œuvrent pour sauvegarder les personnes, les vies humaines. Je parlais de Cédric Héroux, des hébergeurs, mais on se souvient que Theo Franken avait voulu à un moment criminaliser l'ONG Amnesty International lorsqu'elle venait en aide aux migrants en mer, en disant, mais en fait, en aidant ces migrants en mer, vous favorisez les réseaux criminels de passeurs et donc vous luttez contre les droits humains. On comprend bien que cette logique est politiquement située. On peut passer au dernier slide, ou l'avant-dernier peut-être. Oui, je voudrais juste terminer là-dessus, et alors comme ça je cède la parole et je vais chercher le chargeur de mon ordinateur. Ce qui est important, c'est que les discours qui consistent à criminaliser les passeurs et à condamner les passeurs, c'est à mon avis un discours qui tue explicitement les personnes migrantes. Et là, je vais me référer à l'affaire Maouda notamment. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce ne sont pas les réseaux de passeurs qui produisent les réseaux de criminalité. Ce sont les politiques restrictives et répressives en matière migratoire qui créent les réseaux de passeurs, et que les réseaux de passeurs sont par définition des réseaux qui sont clandestinisés et eux-mêmes criminalisés, et donc à ce titre, elles n'offrent finalement que très peu de garanties quant au respect des droits. C'est le cas aujourd'hui, mais c'était le cas plus tôt dans l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où les passeurs, après coup, ont été plutôt glorifiés et héroïfiés. Je viens de voir ton mail. J'avais justement contacté la propriétaire ce matin pour le nouveau bail et elle m'a répondu la même chose. Donc, moi, je m'en occupe. Il y a quelqu'un qui a oublié de désactiver son micro et on l'entend parler. Alors, ouais, je l'avais contacté aussi. On est très contente en tout cas que cette personne ait réussi à contacter sa propriétaire. Je vais essayer de terminer. Ouais, ça, on l'avait remarqué déjà avant. Mais on va faire avec Manon. Alors. Et sauf si je me trompe, il me semble que tu ne m'as pas payé les charges. C'est horrible parce qu'en plus, je la connais, la personne qui parle. C'est important. Mais si l'animateur pourrait. Oui, le Migracode. Tu peux réactiver ton micro, Yurilou, parce qu'on a mute tout le monde pour régler le problème. Très bien. Alors, pour vraiment terminer, ce qui est important à comprendre pour ne pas juger et rester dans une position paternaliste, c'est qu'il faut constater que les réseaux de passeurs sont d'abord et avant tout appelés par les familles de migrants. Et donc, c'est ces personnes, en leur âme et conscience et à partir de la réalité qui est la leur, qui font appel à ces réseaux de passeurs. Et donc ça, c'est là que je veux en venir, ça doit aussi nous alerter, nous, citoyens, citoyennes, solidaires des personnes migrantes. En fait, les réseaux de passeurs, ils représentent la limite de nos stratégies à nous dans le soutien, dans le soutien aux migrants, puisque à l'heure actuelle, aucun d'entre nous n'est parvenu à développer des outils assez efficaces pour permettre à ces personnes de passer les frontières. Or, au moins depuis 2015, mais déjà bien avant, on sait que l'entrée aux frontières européennes, que ce soit par terre, par mer ou par air, sont des passages de frontières qui sont particulièrement meurtriers et particulièrement dangereux, non pas du fait des réseaux de passage, mais bien du fait des politiques migratoires ultra répressives et ultra restrictives. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Comme ça, on aura la place pour la discussion. Si vous me laissez 30 secondes, je vais chercher le chargeur de mon ordinateur et je reviens dans une seconde. Ouais, vas-y.
Donc, on voit que, oh là là, désolé, on voit que personne n'a posé de questions dans le chat pendant l'intervention. Pour l'intervention des autres intervenants, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et comme ça, on les note au fur et à mesure et on les pose tout à la fin. Mais donc, du coup, là, si vous voulez les poser directement à Yurilou, allez-y. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr. Non, on en a. Me revoilà. Pas de questions? Du coup, moi, j'avais une question. Tu dis justement que l'objectif au départ des politiques, c'était de n'accueillir que certains migrants, soit les réfugiés, soit les migrants économiques qui pourraient combler les secteurs un peu creux de nos économies. Tu dis aussi qu'au final, nos politiques, elles encouragent les réseaux de passeurs, etc. Et donc, on se rend compte qu'au final, nos politiques, elles n'arrivent pas à atteindre réellement leur but, vu qu'il y a quand même encore des migrants économiques qui arrivent, etc., et qui se retrouvent par la suite sans papier. Et du coup, je me demandais, selon toi, c'est quoi l'intérêt de continuer dans ces politiques? Pourquoi est-ce qu'on continue dans ces politiques alors qu'elles semblent ne pas fonctionner au final? C'est une très bonne question. D'abord, moi, je pense que les politiques migratoires ne dysfonctionnent pas, malheureusement. En fait, je pense qu'elles réussissent très, très bien à faire ce qu'elles doivent faire et que la logique de catégorisation, c'est-à-dire de division, si tu veux, de la communauté migrant, quoi, de la diviser en différentes catégories qu'elle va opposer les unes aux autres. Hein. C'était ça le propos de mon intervention. La figure du réfugié est opposée à la figure du migrant économique, lui-même est délégitimé à cause des réseaux de passeurs. Et donc, je pense malheureusement que les politiques migratoires ne dysfonctionnent pas. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que les budgets européens alloués à Frontex, qui est l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, est un des rares budgets à croître d'année en année, en dépit du fait que des personnes continuent d'arriver. Donc, c'est bien la preuve que la frontière n'a pas comme fonction première d'empêcher l'immigration, mais au contraire de parvenir à resubjectiver les migrants en fonction de l'utilité que l'état d'immigration va pouvoir en faire. Tantôt migrants économiques, tantôt le phénomène de la sans-papiérisation, par exemple, est une des conséquences, alors je ne vais pas dire désirée, parce que je ne sais pas si l'État est un agent à ce point conscient, hein, parce que l'État, c'est plusieurs personnes, plusieurs niveaux de pouvoir, etc. Mais le phénomène de la sans-papiérisation, de la présence de sans-papiers sur le territoire européen, n'est pas un dysfonctionnement des politiques migratoires. Au contraire, c'est la manière dont les politiques migratoires parviennent à maintenir sous la table du respect des droits fondamentaux une communauté de personnes qui travaillent, qui vit, qui consomme, qui scolarise ses enfants dans notre État, dans notre pays, sans leur allouer une série de droits socio-économiques. Et donc, ça facilite notamment l'emploi au noir. L'emploi au noir, ça ne sert pas que les sans-papiers, bien du contraire, ça sort bien souvent des employeurs. Mais c'est aussi que grâce ou à cause de cette politique que des personnes sans titre de séjour sont soumises aux marchands de sommeil, qui alimentent également une économie parallèle. Et donc, je pense qu'il faut vraiment inverser la logique et se dire que la politique migratoire telle qu'on la connaît est une politique migratoire qui fonctionne par rapport aux objectifs qu'elle se fixe. Mais les objectifs qu'elle se fixe ne sont pas les objectifs avoués, à savoir de stopper l'immigration une fois pour toutes. Elles sont au contraire d'affaiblir le sujet migrant de manière, je le dis de manière un peu caricaturale, mais de manière à pouvoir faire de lui ce qu'on a envie de faire et donc l'insérer dans des régimes d'utilité propres à l'état d'immigration. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour ceux que ça intéresse, il y a un article de chercheur belge, Carla Nagels, qui a traité de la criminalisation des sans-papiers d'un point de vue plutôt de l'économie, comment ça permet de créer une réserve de main-d'œuvre facilement exploitable parce que justement, par exemple, on peut les employer au noir parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à faire valoir leurs droits parce que justement, en étant sans papier, c'est plus difficile d'aller porter plainte, etc.
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Moi, je veux bien juste ajouter, je ne sais pas si c'est par rapport à votre question, il y a un documentaire dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est sorti assez récemment, qui parlait aussi du lobby de l'industrie de l'armement sur la protection des frontières et du fait qu'ils parviennent ainsi, puisque les dépenses en matière d'armement, notamment l'Union européenne, elles n'augmentent plus. Ils investissent du coup dans la protection des frontières et font vraiment un lobby auprès de l'Union européenne notamment pour investir dans des technologies de plus en plus poussées pour la fermeture des frontières. Et donc, je pense que ça joue aussi un rôle et je trouve que c'est un aspect intéressant dont on n'avait pas encore entendu beaucoup parler. Ouais, et pour compléter le complément de Pauline, je renvoie à un ouvrage d'une juriste française qui s'appelle Claire Rodier, un ouvrage qui s'appelle Xenophobia Business, et dans lequel elle explique effectivement que l'ensemble des dispositifs de contrôle aux frontières alimentent une économie bien réelle, qui sert en fait les intérêts capitalistiques des grandes agences de sécurité, et que du coup, dans cette logique-là, le fait de réprimer les migrations n'est pas du tout un dysfonctionnement de la politique migratoire, mais bien une de ses fonctions premières. Xenophobia Business s'appelle le bouquin. Alors, on a une question de Azad aussi. Est-ce que les États européens ont limité l'acceptation des réfugiés par chaque pays en fonction des différents pays en guerre d'où ils viennent en majorité? Voilà, je vais prendre la parole pour justement poser cette question. La question était, est-ce que le pays, État européen, ont limité d'accepter de réfugiés qui viennent de différents pays en guerre? On prend l'exemple de majorité réfugiés qui viennent, par exemple, ça fait des années, par exemple, il y a des Irakiens en majorité, les Soudanais, les Afghans. Donc, ce sont voilà, une population de pays qui vient en majorité en Europe. Alors, est-ce que le pays européen ont limité d'avoir une chiffre précise d'accepter ou d'actuer le permis de séjour? Et tu me demandes ça à moi, Azad? Oui. Parce que tu connais la réponse mieux que moi, puisque tu es, me semble-t-il, originaire d'Afghanistan, et tu te souviens notamment de la mobilisation de votre collectif d'Afghans en 2013-2014 autour de l'église du béguinage. Et pour rappel, c'est déjà, me semble-t-il, Maggie Debloc qui était aux affaires de l'asile et de la migration. Et voyant que ce mouvement, qu'on appelait à l'époque le mouvement des 450 Afghans, tenait bon dans son processus de lutte, elle a tenté de diviser en fait l'Afghanistan en zone sûre et en zone non sûre. Hein, alors, c'est très difficile à faire parce on sait que le conflit en Afghanistan est un conflit particulièrement mouvant et qui peut être modifié d'une journée à l'autre en fonction de l'avancée des forces militaires. Et donc, elle a tenté de diviser le groupe des 450 Afghans en fonction de leur origine géographique à l'intérieur de l'Afghanistan, en disant tous ceux qui viennent, alors je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que les zones de Kaboul, comme l'armée belge était présente sur place et devait sécuriser la zone, toutes les personnes qui étaient originaires de Kaboul ne pouvaient pas introduire une demande d'asile en Belgique parce que cette zone-là était considérée comme une zone sûre. À l'inverse, d'autres zones plus éloignées du centre de l'Afghanistan étaient considérées comme des zones non sûres. Et là, on voit aussi comment, je disais tout à l'heure, la souveraineté des États vient buter contre les logiques à portée universalisante de la Convention de Genève, puisque l'enjeu étant toi-même ressortissant d'un pays en guerre, tu n'as même pas, a priori en tout cas, à justifier de quelle portion du pays en guerre tu viens. Et donc voilà, j'ai pas de raison, j'ai pas de réponse définitive, mais je pense que la réponse est dans ta question, Azad, et je pense malheureusement que tu en as fait bien mieux l'expérience que moi. Est-ce que je peux intervenir juste pour ajouter une information pour ceux qui participent ici? Donc, dans l'État belge, il existe deux statuts à fournir de demandeurs d'asile. La première, c'est la protection internationale
c'est-à-dire que cette personne est connue de qualité réfugié. Et la deuxième, c'est la protection subsidiaire, c'est-à-dire qu'il existe la crainte de quel village ou de quelle province cette personne est arrivée ici. Il y a de groupes militants ou d'extrémistes qui sont actifs sur place. Donc ça, c'est une cause aussi pour les personnes qui viennent géographiquement d'un endroit où il y a d'extrémistes et le groupe qui sont actifs. Donc, ils ont deux chances, c'est-à-dire ils ont deux chances de raconter cette histoire de la menace pour laquelle ils ont fui l'Afghanistan ou chez elles. Et sinon, le commissaire, lors de ces deux premières et deuxième auditions dans la procédure de l'asile, si le commissaire n'est pas convaincu qu'elle est en danger personnellement, mais à côté, elle vient vraiment et c'est approuvé qu'elle vient de quelle région qu'elle n'est pas sûre. Donc, elles ont deux chances d'avoir le papier ou d'accès au séjour légal dans ce cadre-là. Mais les personnes qui viennent, que sur l'estimation de CGRA, qu'on dit le Commissariat général aux réfugiés apatrides, donc ceux qui viennent de tel endroit où l'État belge estime que c'est sûr, donc pour eux, il n'existe pas la chance deuxième, c'est-à-dire il faut qu'elle lutte pour avoir le statut réfugié et pas de protection subsidiaire parce que ça n'existe pas de la village ou de la province, elle vient. Donc ça, c'est le deuxième stratégique de politique immigratoire liée à l'asile et l'immigration qu'ils ont justement divisé de qualité de connaître le réfugié différemment et sur quelle base, parfois il y a toujours de réponses refus ou négatives de la part de CGRA ou de l'Office étranger. Donc, ces personnes qui se trouvent aujourd'hui sans papier, sûrement que la majorité de ces personnes, ils étaient le demandeur d'asile débuté. Donc, c'est-à-dire, ils ont produit normalement l'asile, ils ont attendu quelques mois, des années ou peut-être 12 ans, 15 mois, et après, enfin, ça a été refusé. Donc, aujourd'hui, cette accessibilité d'aller produire une nouvelle demande d'asile avec de nouveaux éléments et de documents, ça n'arrive pas de mettre en confiance entre ces personnes qui ont besoin de protection internationale et pour le commissaire qui est présent là et avec qui tu passes 4 heures ou 3 heures de l'audition. Donc, ce sont deux autres obstacles d'actualité aujourd'hui dans ce cadre de procédure légale et juridique. Merci. Merci. Donc, il y a encore une question dans le chat. On demande si question de Annick Brabant qui dit que justement on est face à une pénurie dans certains métiers en Belgique et pourtant on légalise pas les sans-papiers. Et cette question fait d'ailleurs référence à l'occupation du béguinage dont on a entendu un témoignage à la diffusion du film dimanche. Qui réclament la régularisation parce que justement ils ont un travail et ils sont là pour demander du travail et justement remplir cette pénurie. Et donc pourquoi on ne légalise pas ces personnes? C'est une question compliquée, mais il y a un discours stratégique qui est mobilisé par les collectifs de sans-papiers, dont la coordination, qui vise à souligner l'apport économique des personnes migrantes. D'ailleurs, c'est corroboré par une série d'études scientifiques qui démontrent qu'après des campagnes de régularisation ou après la légalisation d'un demandeur d'asile, à un moment ou un autre,
il va contribuer à l'économie locale. Et donc, au pire, c'est un jeu à somme nulle. Au mieux, il y a une plus-value pour l'économie nationale. Ça, c'est un discours stratégique qui peut être mobilisé à certains endroits, mais qui est particulièrement mobilisé, selon moi, par les collectifs de sans-papiers pour casser la figure qui est, à mon sens, une figure xénophobe, qui vise à associer les migrants ou les immigrés à des personnes qui viennent squatter les allocations familiales ou les allocations sociales en Belgique. Or, il ne faut pas être juriste que pour comprendre que lorsqu'on n'a pas de papier ou de titre de séjour, on n'a pas accès aux allocations sociales. Mais donc, voilà, il y a un discours stratégique qui est mis en avant à certains endroits pour contrer cette vision tronquée du migrant profiteur. Et à la fois, cet argument de l'utilité économique potentielle des migrants pour l'État national se referme aussi rapidement sur nous lorsqu'on le mobilise. Parce que alors on rentre très rapidement dans une logique utilitariste. Et donc, bon, moi, j'ai aucun problème à ce que les collectifs de sans-papiers utilisent stratégiquement cet argument-là. Moi, en tant que citoyen, la question de l'intérêt de mon économie nationale ne primera jamais sur l'intérêt du respect des droits fondamentaux d'une personne. Et donc, en fait, que cette personne contribue ou non à l'économie, contribue ou non à améliorer les conditions du travail en Belgique, moi, m'intéresse très peu. Ce que je pense qu'il faut, c'est que notre État, et d'ailleurs l'ensemble des États européens, respectent une série d'engagements et de principes théoriques et idéologiques qui fondent son socle depuis la fondation de l'Union européenne, à savoir la question des droits de l'homme. Et alors, pour répondre à cette question qui est posée, mais vous voyez, moi je pense que c'est une question qui est un piège en fait. Pour répondre à la question qui est posée, une personne régularisée, pour le dire rapidement, coûtera sans doute toujours plus cher à un employeur qu'une personne pas régularisée. D'accord ? Un sans-papier coûte moins cher à un employeur qu'une personne avec des papiers. Parce qu'on le rémunère au noir, donc on ne paye pas une série de taxes, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, on peut poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne régularise pas ces personnes alors qu'elles viennent occuper un emploi ? On pourrait tout à fait retourner la question. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on va régulariser ces personnes alors qu'elles travaillent déjà ici, qu'elles sont sous-payées et qu'on peut vraiment, en même temps de les criminaliser, on peut les manier et les transformer en main-d'œuvre corvéable à merci. Donc, dans cette logique-là, il n'y a aucune raison de régulariser les sans-papiers. C'est pour ça que je dis cet argument économiciste ou utilitariste est un argument dont il faut se méfier, nous, citoyens et citoyennes solidaires des personnes migrantes, parce qu'il peut très rapidement se refermer. Si un jour une recherche démontre à l'inverse que la régularisation des personnes n'apporte rien à l'économie nationale, est-ce que ce serait un argument pour ne pas régulariser ces personnes ? Est-ce que ce serait un argument pour ne pas respecter les droits fondamentaux d'une personne ? À mon sens, non. Et donc, il faut vraiment faire très, très attention dans l'usage qu'on peut faire de ce discours économiciste, bien marquer le fait que c'est un discours qui doit être un discours stratégique et à employer avec des pincettes, et prendre garde au fait que ce discours ou cet argument ne se referme pas sur nous-mêmes. Ça, c'est mon avis, mais peut-être que Serge, Azad ou d'autres ont un autre point de vue sur la question. On va peut-être continuer avec l'intervention de Pauline. Et si les représentants de la coordination, vous avez envie de réagir plus tard à ce que Yuri vient de dire, je vous propose de le faire pendant votre intervention tantôt, si ça vous va. Du coup, Pauline, c'est à toi la parole. Merci. Donc, j'ai aussi fait un petit PowerPoint, mais je suis désolée, il est vraiment vite fait et probablement pas très agréable, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. Donc, voilà, moi, je poursuis avec plus la criminalisation dans l'aspect vraiment juridique de la criminalisation. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans la loi, qu'est-ce qui est poursuivi, qu'est-ce qui est criminalisé par la loi. Et donc, j'ai pris quelques exemples donc en lien avec la migration. Il ne faut pas aller trop vite dans les textes. Non, il y a un souci. Pas de souci.
Donc voilà, je rappelle, ça c'est juste un des aspects de la criminalisation. Je pense que Yuri a très bien montré que la criminalisation est bien plus large que la criminalisation juridique et qu'elle joue beaucoup dans la perception des personnes, etc. Mais donc voilà, je pense que mon apport à moi était plus juridique. Et donc sur le slide suivant, on voit que je propose de parler de l'enfermement des personnes sans papier, de l'infraction pour séjour irrégulier, donc pour absence de séjour, les poursuites pour trafic d'êtres humains, donc les passeurs dont Yuri a déjà parlé. Et puis, je vais un petit peu parler du procès de la solidarité dont vous avez déjà entendu parler. Mais je pense que c'est intéressant puisque l'audience en appel aura lieu bientôt les 24 et 25 mars, donc le mois prochain. Et il y a encore une mobilisation qui se fait autour de ce procès. Donc, pour commencer, sur l'enfermement des étrangers, donc je pense que voilà, tout le monde ici est conscient du fait qu'en Belgique, on enferme des personnes qui n'ont pas la nationalité belge ou qui n'ont pas un titre de séjour en Belgique uniquement en raison de leur absence de séjour. Et je pense que le lien est rapidement fait avec la peine de prison, puisque ce sont deux formes de privation de liberté qui sont permises par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit dans quel cas on peut priver quelqu'un de sa liberté. Dans tous les autres cas, normalement, c'est interdit. Donc, il y a le droit à la liberté, mais dans les exceptions au droit à la liberté, il y a le cas d'une procédure pénale. Donc, quand quelqu'un a commis un délit, un crime, ou le fait d'être en procédure d'expulsion ou d'avoir été arrêté à la frontière. Et donc, en Belgique, toutes les personnes pour qui une procédure d'expulsion est entamée peuvent être placées en centre fermé. Et donc, voilà, simplement pour encore rappeler ça, même si je suppose que vous savez tout ça, mais les centres fermés, en fait, c'est vraiment presque la même chose qu'une prison. Il y a peu de différence. C'est une détention complète. Les personnes en centre fermé ont droit à garder leur GSM, ce qui est souvent pas le cas des personnes qui sont en prison. C'est l'avantage, enfin, c'est la seule différence presque qu'on peut voir entre les deux, même si formellement, voilà, les centres fermés ne dépendent pas du ministère de la Justice, ils ne sont pas instaurés par les mêmes règles, etc. Mais voilà, dans les deux cas, on parle d'un enfermement. Donc voilà. Sur la dia suivante, on voit donc les conditions et comment s'organise la détention en centre fermé. Donc, en théorie, on peut placer des personnes donc en séjour illégal en centre fermé uniquement si il n'y a pas d'alternative à la détention et donc s'il n'y a pas de manière moins attentatoire à la liberté de mettre en place une procédure de retour. Mais dans la pratique, il faut savoir que ce critère d'absence d'alternative n'est quasiment jamais examiné. Et donc, dès qu'il y a la volonté d'expulser une personne, on la place d'abord en centre fermé et on n'essaye pas d'abord de voir si par exemple, assignation à résidence ou quoi pourrait être possible. Un autre élément que je trouve très important, c'est la durée de cette détention. Donc, on voit que normalement, elle est prévue pour une durée de 2 mois, mais elle peut être prolongée jusqu'à 5 mois. Donc, déjà, un délai de 5 mois de détention, c'est extrêmement long, en fait. Donc, il y a énormément de peines de prison qui ne vont pas jusqu'à 5 mois. Et en plus, il faut savoir que dans de nombreux cas, en fait, c'est une durée beaucoup plus longue de 5 mois qu'on voit dans la pratique, car, par exemple, si une personne introduit une demande d'asile depuis le centre fermé, si elle s'oppose à son vol, par exemple, donc si on l'amène à l'aéroport, qu'elle refuse de monter dans l'avion,
Dans tous ces cas-là, en fait, le délai redémarre à 0. Et donc, on peut à nouveau entamer un délai de 5 mois. Donc, quand il y a un danger pour l'ordre public, donc par exemple, si la personne a déjà eu des condamnations en Belgique, ou bien si on lui reproche d'avoir travaillé au noir, enfin, c'est très, très large, la définition de danger pour l'ordre public, alors la détention est possible pendant 8 mois. Et à nouveau, dans le cas d'une demande d'asile ou d'un refus de prendre le vol, c'est un nouveau délai de 8 mois qui recommence. Donc, on voit que des personnes peuvent être détenues pendant vraiment très longtemps, simplement pour leur procédure d'expulsion. Alors, voilà, là, j'ai juste aussi mis l'article. Donc, tous les articles sur les slides viennent de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. Donc, c'est vraiment la loi en Belgique qui encadre toutes les procédures pour les étrangers, les droits de séjour, mais aussi les procédures d'expulsion. Et donc, cet article-là, c'est pour les personnes qui arrivent, soit par exemple qu'ils arrivent à l'aéroport avec un faux passeport, on voit à leur arrivée qu'ils ne sont pas arrivés avec les bons documents. Et à ce moment-là, on peut également les placer directement en centre fermé, et on considérera même qu'ils ne sont jamais rentrés en Belgique, en fait. On peut passer à la slide suivante. Donc, ce qui est aussi intéressant et en lien avec la criminalisation des personnes migrantes, c'est que donc, il y a une voie de recours possible contre une détention en centre fermé, et c'est en fait plus ou moins la même voie de recours que celle qui existe pour les personnes qui sont en détention préventive. Donc, c'est la chambre du conseil du tribunal correctionnel qui est compétente pour les recours contre une décision de privation de liberté, donc sur base de la loi sur les étrangers. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est des mêmes audiences, et le début de l'audience, c'est toutes des personnes qui sont poursuivies, donc des personnes en détention préventive, ou bien où on va regarder si donc elles sont poursuivies et le juge va décider est-ce qu'elles sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Donc c'est cette même chambre qui, en fin d'audience, prend toujours quelques dossiers d'étrangers pour examiner leur détention. Et ces juges-là ont vraiment déjà une très faible connaissance du droit des étrangers, puisque c'est des juges qui s'occupent uniquement d'affaires correctionnelles normalement, donc ils ne sont pas du tout spécialisés dans la matière. Mais en plus, on voit qu'ils n'ont aucune volonté de s'intéresser réellement à cette matière, et c'est des juges qui ont simplement peur aussi de prendre des mauvaises décisions, qui ont peur peut-être de relâcher, de prendre une décision qui aurait comme conséquence de relâcher une personne en séjour illégal et du coup d'empêcher son expulsion. Et parfois, on a l'impression que pour ces juges, c'est plus grave que de libérer une personne qui se trouve en détention préventive. Bon, quand je dis ça, je dis absolument pas que je trouve que les personnes en procédure pénale, que là c'est justifié nécessairement de les placer en détention préventive, absolument pas, mais simplement j'aimerais insister sur le fait qu'on voit vraiment dans la pratique qu'il y a très peu de compréhension de ces juges et très peu de volonté, ou vraiment une crainte dès que ces juges ont un doute sur peut-être que en fait, c'est justifié d'expulser ces personnes, alors directement la décision de détention en centre fermé va être confirmée. Voilà. Alors, donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que simplement se trouver en séjour irrégulier, donc en séjour illégal en Belgique, est une infraction. Et c'est l'article 65 de la loi sur les étrangers. Et donc, ça montre directement que oui, on criminalise les personnes migrantes en Belgique, puisque tout simplement, c'est dans la loi, c'est non seulement interdit de se trouver en séjour illégal en Belgique, mais en plus, c'est une infraction et donc des sanctions peuvent être prises. Et donc, c'est là qu'on voit aussi la conséquence du fait de ne pas
parce que Yuri parlait des réfugiés, de cette catégorie assez stricte et très politisée du réfugié, et donc toutes les personnes qui ne peuvent pas obtenir le statut de réfugié et qui sont alors en séjour illégal, comme a dit Assad, souvent c'est des personnes qui sont déboutées de leur demande d'asile, eh bien alors elles sont à séjour illégal et elles peuvent être poursuivies pour séjour illégal. Après, dans la pratique, on voit que ça se passe très rarement et ça ne se passe généralement pas quand la seule infraction qui est reprochée, c'est le séjour illégal. Mais ça reste la loi et donc c'est une possibilité pour le parquet de poursuivre, pour les juges de prendre des sanctions uniquement sur la base d'un séjour illégal. Et en lien avec ça, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a eu une proposition de encore allonger les peines qui sont prévues pour cette infraction de séjour illégal, dans le but de compenser le fait que pour l'instant, donc, on ne peut pas faire des visites domiciliaires pour pouvoir arrêter des personnes en séjour illégal. Donc la police n'a en théorie pas le droit d'entrer au domicile des personnes en séjour illégal uniquement pour exécuter une décision d'éloignement. Ça, voilà, je pense que c'est important que tout le monde sache que pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Et donc, si la police sonne à la porte d'une personne en séjour illégal ou d'une personne qui héberge quelqu'un en séjour illégal, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir. Et donc, ça permet parfois d'empêcher des arrestations. Dans certains cas, bien sûr, il y a quand même des mandats de perquisition et des mandats d'arrêt, mais alors, en général, c'est toujours couplé avec une autre infraction que uniquement l'infraction pour séjour illégal, puisque ici, les peines prévues ne sont pas assez longues dans la loi que pour permettre un mandat d'arrêt ou un mandat de perquisition. Et donc, voilà, pour l'instant, ce n'est toujours pas possible sur base de cette loi-là d'obtenir donc cette autorisation spéciale pour pouvoir entrer au domicile. Mais il y a cette volonté qui a été exprimée et j'espère que ça ne passera pas. Bien entendu, c'était avant le gouvernement actuel et sous le gouvernement actuel, on n'a pas encore entendu de nouvelles propositions dans ce sens-là, mais je pense qu'il faudra rester absolument vigilant. Alors, là, voilà, donc, excusez-moi, je prends moi-même aussi ma slide d'après. Donc, le troisième point que je voulais aborder, c'est celui de trafic des êtres humains. Donc, le trafic des êtres humains, c'est les passeurs, comme Yuri en a parlé, donc les personnes qui aident d'autres personnes à traverser une frontière de manière illégale. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le trafic des êtres humains et la traite des êtres humains. Donc, la traite, c'est le fait d'exploiter une personne et de tirer un avantage de l'exploitation de ces personnes quand la personne est en séjour illégal, mais maintenant cette infraction existe aussi pour des personnes en séjour légal. Donc voilà, je ne vais pas du tout parler de traite des êtres humains ici parce que je pense que ce n'est pas la question. Et alors que, voilà, comme Yuri l'expliquait aussi, finalement, les passeurs sont quelque part essentiels dans la politique migratoire actuelle ou pour permettre finalement même aux réfugiés, qu'on considère comme des vrais réfugiés, d'arriver en Belgique. Ils doivent toujours passer par ces trafiquants d'êtres humains, par des passeurs. Pour la traite, c'est différent et on ne peut pas trouver de justification, on va dire, pour la traite des êtres humains. Donc voilà, ça j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc le trafic des êtres humains est également une infraction en droit européen, enfin dans toute l'Union européenne et en droit belge. En droit européen, donc, une directive a été adoptée en 2002, c'est la directive 2002-90, suite à la découverte à Calais de très nombreux morts. Je pense qu'il y avait eu, c'était peut-être dans un camion frigo à l'époque où ils avaient découvert une centaine de migrants qui étaient décédés pendant la traversée.
Et donc, suite à ça, ils se sont dit, il faut qu'on poursuive le trafic des êtres humains, soi-disant dans l'objectif de protéger les pauvres personnes migrantes qui se font abuser par des méchants trafiquants d'êtres humains et que ces méchants trafiquants d'êtres humains mettent leur vie en danger. Mais on voit en fait que la volonté de protéger les victimes du trafic d'êtres humains est totalement absente dans la mise en œuvre des politiques, au contraire des poursuites des personnes qui sont auteurs du trafic d'êtres humains. Donc, il y a à la fois des dispositions en droit européen et des dispositions en droit belge qui sont un peu différentes les unes des autres, mais je pense que je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus pour l'instant. C'est simplement pour que vous sachiez que donc, cette directive en droit européen impose aux États de poursuivre le trafic des êtres humains et l'aide au séjour. Donc, pas uniquement l'aide à l'entrée dans les pays, mais aussi l'aide pour se maintenir dans un pays en séjour illégal. Donc voilà, en sachant qu'il y a la possibilité d'introduire une exception humanitaire, mais que c'est uniquement une faculté. Donc, plusieurs pays de l'Union européenne ont fait le choix de ne pas inclure cette exception humanitaire et donc des personnes qui aident d'autres personnes à traverser les frontières ou à se maintenir légalement dans le pays peuvent être poursuivies même si elles ne le font pas contre de l'argent, même si, voilà, comme la plateforme à Bruxelles, elles le font uniquement dans un but humanitaire. Donc, dans plusieurs pays, il n'y a pas d'exception. Et donc, elles sont poursuivies, notamment en Suisse. De nombreuses personnes, dans des cas tout à fait similaires à la plateforme, on a vu de lourdes peines de prison. En droit belge, donc, ce sont les articles 77 et 77 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit les infractions. Et vous verrez donc sur la première slide, j'ai l'article 77. Sur la suivante, ce sera l'article 77 bis. Mais ce n'est pas très clair dans quel cas on est censé appliquer la première disposition ou dans quel cas la seconde disposition, puisque à chaque fois, il est question d'aider à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. La différence, c'est que l'article 77 prévoit une exception lorsque... pardon, vous pouvez en fait passer à la slide suivante. On fait ça, on te prévient juste qu'il te reste 5 minutes environ. Ok, pas de souci. Voilà, donc vous verrez le dernier alinéa de cet article 77 dont je parlais, c'est l'exception si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. Donc, ils ont modifié cette disposition. Avant, c'était pour des raisons humanitaires. Mais pour essayer de clarifier que c'est une exception assez large, mais malgré tout, la définition d'exception humanitaire n'a jamais été vraiment claire. Et donc, voilà, on peut toujours craindre une évolution dans l'interprétation qui est faite de cette exception qui pourrait ne couvrir que certaines formes d'aide aux personnes en séjour illégal et pas d'autres. Alors, vous pouvez passer à la slide suivante qui est l'article 77 bis. Donc là, vous verrez ici qu'il est question de permettre l'entrée, le transit ou le séjour sur le territoire de l'Union européenne. Mais ici, il y a en plus la condition en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial. Donc, quand l'aide à l'entrée, au transit et au séjour se fait dans un but de gagner de l'argent, ce n'est pas nécessairement de gagner beaucoup d'argent, ça peut être par exemple comme un chauffeur de taxi se fait payer pour son travail de chauffeur de taxi, si il fait chauffeur de taxi entre la France et la Belgique pour des personnes en séjour illégal, on pourra considérer qu'il le fait en vue d'obtenir un avantage patrimonial et donc il pourrait être poursuivi sur base de l'article 77 bis. Et pour cet article 77 bis,
il n'existe pas d'exception humanitaire. C'est important de dire ça parce que si on sait que les cas auxquels on pense, comme la plateforme, etc., on peut penser que puisque ces personnes n'agissent pas dans un but d'obtenir un avantage économique, financier, etc., on peut dire qu'elles ne risquent pas des poursuites sur base de l'article 77 bis. Le problème, c'est qu'il existe la notion de complicité en droit pénal et pour la complicité, il n'est pas nécessaire que dans le chef du complice, il y ait un but d'obtenir un avantage patrimonial. Donc, ça veut dire que si une personne, pour des raisons humanitaires, aide une autre personne qui, elle, par exemple, a gagné 5 € en aidant quelqu'un à traverser une frontière, alors cette personne peut être poursuivie comme complice de trafic des êtres humains. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, comme je disais, le but qu'on lit dans les travaux parlementaires, dans les différents textes qui entourent ces dispositions, c'est toujours soit de protéger les victimes du trafic des êtres humains. Mais dans la pratique, on voit que en fait, la volonté, c'est simplement d'avoir des instruments juridiques pour permettre de protéger les frontières, d'empêcher les arrivées de personnes en séjour illégal et de poursuivre les personnes qui donc, pratiquent ce trafic, alors qu'il existe une procédure pour les victimes de traite et de trafic des êtres humains. Mais concernant le trafic, c'est que dans des cas vraiment exceptionnels. Et il faut savoir que pour pouvoir obtenir un statut de victime, il faut collaborer à une enquête, il faut permettre des poursuites concrètes contre des personnes concrètes. Et si on n'entre pas dans ces conditions, si on ne peut pas, par exemple, identifier une personne qui serait auteur du trafic, alors on perd le statut de victime et on perd les droits qui entourent ce statut. Donc même ce statut de victime vise en fait uniquement à pouvoir mieux poursuivre les personnes qui sont auteurs du trafic des êtres humains. Vous pouvez passer à la slide suivante. Ah, j'avais encore une slide, non? Ah non, j'ai 2 fois la même. Vous pouvez revenir à celle d'avant? Oui, et encore avant? Ah mince, bon, je pensais avoir... J'avais une autre slide, mais qui a disparu, désolée. Donc, retourne à la précédente. Voilà. Le plus important ici, pour parler de la criminalisation des personnes migrantes, c'est que ces infractions de trafic des êtres humains ont été utilisées de manière extrêmement large pour poursuivre en fait toutes les personnes qu'on a appelées transmigrants en Belgique, donc les personnes qui étaient en Belgique, mais pas dans le but d'y rester, mais de poursuivre par exemple leur trajet vers l'Angleterre. Et donc, on a vu des moyens très conséquents mis dans la recherche de personnes qu'on pourrait inculper pour trafic des êtres humains, notamment en mettant sous écoute les parkings sur lesquels ils essayaient d'entrer dans des camions, etc. Et puisque les dispositions sont très larges et qu'il suffit de peu finalement pour pouvoir être considéré comme trafiquant d'êtres humains, de très nombreuses personnes qui voulaient elles-mêmes se rendre en Angleterre ont été poursuivies, placées en détention préventive, etc. Pour trafic d'êtres humains. Et donc, par exemple, la condition d'avantage pécuniaire qui est mentionnée à l'article 77 bis a été interprétée, par exemple, comme le fait de pouvoir obtenir une réduction sur son propre passage si on parvient à aller en Angleterre, des personnes qui, par exemple, aidaient à fermer les portes de camions, etc., en échange d'une réduction, ça a été considéré que c'était un avantage pécuniaire et donc que c'était des trafiquants d'êtres humains, alors que c'était simplement des personnes qui elles-mêmes voulaient se rendre en Angleterre et donc ont juste donné un coup de main
à d'autres, aux autres personnes du groupe et ont été condamnées parfois pour des lourdes peines de 3-4 ans de prison simplement parce qu'elles ont donné un coup de main à ce trafic des êtres humains. Et donc ça, on l'a vu, comme Yuri a parlé du procès de Maouda, je ne comptais pas spécialement approfondir ce point-là, mais en effet, dans le procès de Maouda, il y a le chauffeur et le passeur qui étaient aussi poursuivis pour la mort de Maouda. Et tous les deux ont raconté qu'en fait, c'est des personnes qui elles-mêmes voulaient aller en Angleterre. Le passeur a finalement été acquitté et donc il ne semblerait pas que lui-même était passeur, mais le chauffeur donc, a expliqué que voilà, il a juste donné un coup de main pour de temps en temps conduire la camionnette, mais qu'il n'était pas du tout impliqué dans un réseau, mais il est poursuivi dans une autre procédure pour trafic des êtres humains. Alors, donc pour la dernière slide, donc ça c'était un procès qui a pas mal fait parler de lui parce que des personnes de la plateforme des réfugiés à Bruxelles étaient poursuivies pour avoir notamment hébergé et aidé des personnes qui voulaient se rendre en Angleterre. Mais donc il a aussi été appelé le procès des hébergeurs. Je pense que c'est important de le nommer le procès de la solidarité parce que ce n'était pas uniquement des hébergeurs qui étaient poursuivis dans ce procès-là. Il y a aussi des migrants, donc comme je disais, des personnes qui ont donné un coup de main, etc. Et par exemple, des personnes qui ont aidé d'une autre manière qu'en hébergeant. Alors, donc en première instance, on a vu que, enfin non, avant la, pardon, je saute une étape. Donc même avant la première instance, ce qui était vraiment frappant dans ce procès, c'est de voir que donc, toutes les personnes en séjour illégal qui voulaient passer en Angleterre ont passé tout le procès en détention préventive. Walid et Zakia, qui sont deux hébergeurs, Walid n'a pas la nationalité belge et Zakia a la double nationalité marocaine et belge. Tous les deux ont également été placés en détention préventive. Walid pour 8 mois, avant finalement de pouvoir être libéré alors qu'il n'y avait absolument rien contre lui dans le dossier, et Zakia pour 2 mois. Là, ça a été défendu en disant, voilà, à cause de la double nationalité de Zakia et le fait que Walid n'a pas la nationalité belge, on a eu peur qu'il quitte la Belgique pour fuir le procès. Et c'était la raison pour laquelle on a décidé de placer donc Zakia et Walid en détention préventive, alors que les hébergeuses qui étaient uniquement de nationalité belge n'ont jamais dû faire de détention préventive. Donc ça, c'était déjà un élément assez particulier de ce procès où on voit directement la différence qui est faite entre les Belges et les personnes de nationalité étrangère. En première instance, tous les migrants qui étaient donc en séjour illégal, qui voulaient passer en Angleterre, ont été condamnés pour des peines de prison assez élevées, entre 40 mois et 4 ans, si je me souviens bien. Par contre, toutes les personnes en séjour légal qui ont apporté leur aide à ces migrants ont été acquittées parce qu'il avait été considéré que voilà, il n'y avait pas suffisamment de charges pour retenir pour retenir une condamnation. Et même, ce qui était frappant, c'est que concernant Walid, le parquet lui-même avait demandé l'acquittement. Et puis finalement, le parquet a décidé de faire appel contre ces acquittements, mais contre tous les prévenus. Et donc, c'est ce procès en appel qui aura lieu les 24 et 25 mars. Et voilà, c'est très important de suivre ce procès, non seulement parce que il y a eu donc vraiment la volonté au moment des poursuites des hébergeurs et des personnes qui aident de faire peur à la plateforme, de faire peur à toutes les personnes qui hébergent. La police est venue en pleine nuit dans leur logement pour arrêter des personnes, pour faire des fouilles, etc. Vraiment pour donner l'impression
que les personnes qui hébergent, qui sont solidaires avec des migrants, font quelque chose d'illégal et essayer de décourager cette plateforme qui, on a vu, a eu un impact extrêmement positif sur l'accueil des migrants en Belgique et qui faisait peur probablement aux autorités, je ne sais pas exactement à qui. Et donc voilà, on a voulu décourager ça en faisant peur, en lançant des poursuites. Et on voit que finalement, ce procès avait mené en première instance à un acquittement. Et donc, je n'ai pas entendu d'autres procès qui auraient mené à des condamnations de personnes uniquement pour avoir hébergé ou aidé en Belgique. Donc, je ne parle pas d'aider à traverser une frontière, mais simplement aider en Belgique des personnes migrantes. Et donc, c'est extrêmement important de savoir ce qui va se passer concernant ce procès lors de l'appel. Donc, c'est les 24 et 25 mars. Ah oui, je voulais mettre le site internet de la campagne. Je vais mettre du coup dans le chat. C'est Solidarity is not a crime.org. Voilà, normalement, vous le voyez dans le chat. Et donc, il y a aussi un crowdfunding, etc., qui est fait pour soutenir donc les personnes qui ont été poursuivies dans ce procès. Donc, voilà, à suivre. Du coup, on a récolté, merci pour ton intervention, on a récolté quelques questions. Jessica a 2 questions. La première, c'est combien de fois une personne peut refuser un vol d'expulsion? Est-ce que chaque fois, ça recommence à 0 ou est-ce qu'il y a une limite? Et elle demande aussi s'il y a d'autres modes de détention que celui des centres fermés. Donc, en général, la première tentative d'expulsion ne se fait pas de manière, comment on dit, escortée par la police. Donc, généralement, il est assez facile de refuser la première expulsion. Mais dès qu'il y a eu un premier refus, en fait, il y a une escorte policière de plus en plus importante pour accompagner la personne dans le vol. Et donc, il devient de plus en plus difficile de refuser le vol parce que finalement, la personne est placée de force dans l'avion. Et donc, voilà, ça fait que finalement, à partir d'un certain nombre de tentatives, c'est plus possible de refuser, malheureusement. Et la deuxième question, pardon, j'ai déjà oublié. C'était à propos s'il y a d'autres modes de détention que celui des centres fermés. Donc, l'arrêté royal prévoit des alternatives, par exemple l'assignation à résidence, le fait de se présenter tous les X temps à l'administration pour montrer qu'on est toujours là, le fait de donner ses documents d'identité, par exemple. Mais voilà, c'est pas vraiment mis en place, en tout cas à ce que je sache, ça n'a pas encore été mis en place. Ce qui existe comme mode de détention, c'est pour les familles, parce que donc, depuis 2012, on ne peut plus détenir les enfants normalement en centre fermé en Belgique. Des centres, un centre fermé spécial pour famille a été construit, mais suite à une décision du Conseil d'État, les détentions dans ce centre fermé-là ont été suspendues. Et voilà, là, il ne semble pas qu'on puisse à nouveau détenir les familles en centre fermé, en vraiment centre fermé. Par contre, il existe des maisons de retour qui ne sont pas fermées, donc où les familles peuvent aller venir, mais où elles sont quand même placées en vue de leur expulsion. Donc, c'est une forme un petit peu entre la liberté et la détention. Il y a vraiment des coachs de retour qui sont présents, enfin, tout est mis en place pour faciliter l'expulsion, mais il est quand même possible de sortir de ces maisons de retour. Et enfin, une dernière question. Il y a une personne qui dit qu'elle ne comprend pas trop la notion de passeur passé. À qui le passeur paye-t-il un droit de passage pour lequel il obtient une réduction, par exemple, si c'est en fait lui qui conduit le camion ou le bateau, etc. Mais souvent, il y a quand même des réseaux
voilà, moi, j'avoue que je ne connais pas hyper bien le phénomène des réseaux de passeurs, mais probablement que certaines personnes dans ces réseaux, donc à qui l'argent revient au final, voilà, exerce quand même une activité lucrative avec les réseaux de passage. Mais on voit que c'est très peu ces personnes-là qui sont poursuivies et c'est plus les personnes qui veulent elles-mêmes passer et qui filent un coup de main qui sont poursuivies parce que c'est peut-être plus facile à poursuivre et c'est plus décourageant aussi. Et je pense qu'en Belgique, ça a aussi été vu un peu comme une solution pour essayer de mettre fin au fait qu'il y a de nombreuses personnes en transit en Belgique qui veulent se rendre en Angleterre, que voilà, selon Theo Franken, Maggie De Block, etc., ça crée des problèmes en Belgique, le fait que ces personnes soient là, ne veulent pas demander l'asile, etc. Et donc, je pense que ça a joué aussi dans l'idée d'essayer de poursuivre ces personnes-là pour décourager. Ça va, merci. On va proposer maintenant aux représentants de la coordination des sans-papiers, donc je ne sais pas, Azad, Serge, de prendre la parole. Voilà, vous êtes les derniers intervenants de cette soirée. Merci. Moi, je ne serai pas lent. En fait, donc pour intervenir ici, il faut commencer par dire pourquoi il y a la migration. Qu'est-ce que la migration, en fait? La migration, c'est ce phénomène qui est irréversible, qui permet aux gens de quitter de là où ils sont nés, de se mouvoir, de partir au lointain, pour des raisons diverses, soit pour chercher la sécurité, soit pour chercher une meilleure vie. Ça, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Donc, il s'avère que, bon, à une période donnée, les politiques ont pensé que non, il fallait que la migration devienne un crime. Ils en ont fait un crime en créant malicieusement ce qu'ils appellent les centres fermés, qui ne sont que des prisons pour les étrangers. Il n'y a pas un Belge ou bien un Français dans un centre fermé, c'est fait pour les étrangers, les personnes qui viennent de loin. Et on maquille un peu en utilisant le terme, c'est là où commence la criminalisation. Le seul fait d'enfermer quelqu'un qui n'a rien fait de répréhensible, c'est là où commence la criminalisation. Et pour tous ceux qui payent ce lourd tribut de cette criminalisation, je crois que ce sont les sans-papiers. Ce sont les sans-papiers parce que vivre cette situation où on te refuse l'existence même de marcher sur le sol d'un pays, c'est quand même navrant et choquant et c'est des choses qu'on doit continuer à dénoncer. Les gens, les politiques surtout, ont préféré construire des murs au lieu de construire des ponts. Ils ont oublié que les États-Unis sont États-Unis aujourd'hui parce qu'il y a eu la migration. L'Occident, la Belgique est dans l'opulence parce qu'à un certain moment de l'histoire, les Belges aussi ont migré. Et si à cette époque-là, dans ces pays-là où les Occidentaux partaient, il y avait des centres fermés, comment ça devait se passer? Et donc, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Je crois que c'est depuis 1988 qu'on enferme les gens en Belgique. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ça porte en termes de bien-être aux Belges? Parce que quand on mène une politique, c'est pour aussi améliorer les conditions de la population. C'est pour dire, bon, voilà, en faisant ça, voilà ce que ça va donner en termes de plus-value, en termes... On rentre dans le déni de ce que la migration peut apporter. On
on s'appuie, on s'éternise, on grossit même les petits faits par les migrants. Et là, c'est le fait de la presse. Ça aussi, c'est un caractère de criminalisation de la migration. Aujourd'hui, il suffit qu'un sans-papier fasse quelque chose, on va en faire une affaire d'État, l'amalgame va se mêler, c'est toute une histoire. Alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Et donc, si on ne pointe pas ce genre de situation, tenez-vous, vous vous rendez compte dans ce pays, par exemple, on a enfermé des enfants. Les enfants, quand bien même la Belgique a été condamnée, ça n'a pas empêché à ceux qui pensent que non, la migration est un crime, de récidiver. Souvenez-vous de ce projet de visite domiciliaire. C'est tout ça là, la criminalisation de la migration. Aller arrêter les gens chez eux au petit matin, c'est comme si... Et si tous ces investissements qu'on fait pour les centres fermés, s'ils étaient orientés dans les maisons de repos, alors on va voir vraiment tous les catacombes qu'on a connus l'année passée. C'est ça, c'est des bonnes questions que nous devons poser à nos politiques, à ceux qui gouvernent le pays. Un gouvernement qui s'est inscrit, l'actuel gouvernement, je parle parce que souvent on parle de la criminalisation, on fait seulement référence à Théo Franken, au moins lui, il s'était affiché. Il s'était affiché avec ce caractère que voilà, ça n'a pas empêché d'aller saluer les Soudanais, les autorités soudanaises. Bon, voilà, il est dans une dynamique, on le connaît, lui il est comme ça. Bon. Mais quand vous gardez une copie, vous faites le copier-coller d'une même politique appliquée, dénoncée, décriée. Dans ce pays, un gouvernement a chuté sur la question migratoire. Mais on ne corrige pas la copie de la question migratoire. On renforce encore davantage. Il faut enfermer, il faut refouler, il faut... Mais c'est quoi ça? Et c'est ça que nous dénonçons au niveau de la coordination. C'est ça. Nous nous posons des questions. Il y a certains partis politiques qui dénonçaient cette politique-là, mais aujourd'hui, ils sont au gouvernement. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Nous sommes en pleine pandémie depuis voici 1 an. Aucun son de cloche en faveur de son papier. C'est inadmissible. S'il y a crime, c'est du fait du gouvernement. Vis-à-vis de son papier. Il n'est pas le prendre en ligne de compte, c'est ça. Mais la souffrance de son papier, l'innocence dans laquelle ils sont, tous ce trauma qu'ils vivent, ça passe au silence, personne n'en parle, bon, voilà, la vie continue. Tout ça. Aucune perspective pour les sans-papiers. C'est pour cela que je disais que c'est eux qui payent le lourd tribut de toute cette politique d'asile et migration qui s'est focalisée dans la criminalisation de la migration. Le migrant, c'est le bouc émissaire. On détricote l'accueil pour montrer que, bon, voilà, on est envahi. Et voilà. On noie le poisson, alors qu'il y a l'échec dans d'autres politiques, pour montrer que non, voilà, c'est le sans-papier, c'est le migrant qui est venu, bon, voilà. C'est ça la criminalisation. Et ça fait mal. Ça fait mal. Toutes les violences policières découlent de cette politique d'asile et migration-là qui criminalise. Eh bien, c'est ça. Un enfant de 2 ans a été tué dans ce pays. Un enfant de 2 ans. Pour le simple fait d'être venu ici en Belgique chercher la sécurité. Ça devait interpeller. Moi, je crois que dans des occasions comme ça, on doit faire évoluer ce principe
de la liberté de circulation. C'est ça. Tant qu'on ne va pas s'accrocher à ce principe-là, auquel tout le monde pouvait bénéficier, ça ne sera pas possible. Il faut que l'article 13 des droits humains soit respecté, appliqué, sans qu'on cherche le mal. Lorsqu'on a... Yuri avait parlé de la Convention de Genève, qui aura 70 ans cette année. Et c'est à cette époque-là, on avait dit que si on ne te donne pas le statut de réfugié, on doit te mettre dans un centre fermé. Je ne sais pas si la Convention a prévu ça, je n'ai jamais vu ça. Nous pensons que ce phénomène est un phénomène réel qui fait vraiment mal, qui laisse les gens dans une situation sédentaire comme ça, 10 ans, 20 ans sans papier. En tant que terre vivant, au vu aussi de tout le monde, et c'est pénible. C'est ça qu'il faut dénoncer. Je lisais ce matin, le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration va recruter 115 personnes pour augmenter le nombre des expulsions. OK. Pour expulser 150 000 sans-papiers, ils feront combien de... Ça va prendre combien d'années? Quand vous avez une administration qui travaille dans l'ombre comme ça, là, comme l'Office des étrangers, c'est cette institution-là qui crée les sans-papiers. Moi, je pense que tant que nos politiques ne comprennent pas, tant qu'ils seront dans le déni de l'apport de la migration, tant qu'ils seront dans cette optique-là de rester à suivre la politique laissée par la NVA, tous se finiront par rattraper l'extrême droite. Ah ben oui, parce que c'est sur l'immigration que tous ces partis-là se gargarisent. On devient populaire, non, parce que bon, voilà, il faut taper les migrants qui sont couchés même le sol. Aujourd'hui, à la coordination, tous les jours, on dit qu'il faut régulariser les sans-papiers. Il faut les intégrer dans l'état de droit. Ces gens-là sont ici depuis des années. Ils ont fait un choix de vie, de vivre ici, de construire leur vie ici. Leurs enfants fréquentent ici. Ils se sont mariés ici. On nous dit non, on ne peut pas faire une régulation collective. Mais nous parlons de régularisation. Et tu verras toujours un politique qui viendra là. Il n'y a pas de régulation massive. Mais elle devient massive parce que vous ne régularisez pas. Vous ne mettez pas des critères. Il n'y en a pas. Dès lors, vous allez mettre des critères, puisque beaucoup de gens sont dans cette situation, c'est à ce moment-là que ça devient massif. On demande, j'entends toujours le ministre, le secrétaire d'État dire, non, les gens doivent introduire les dossiers. Ils vont introduire les dossiers, sur quelle base? Ils ont mis une barricade, une redevance de 363 € sans papier, ils les voient où? C'est pour dire qu'ils n'introduisent pas les dossiers. Est-ce que Azad, tu peux aussi dire quelques mots par rapport à tout ça? Merci Serge pour ton intervention. Merci Serge pour ton intervention. Oui, bonsoir. En fait, il y a plein de choses qui étaient déjà dites par Serge qui reste et qui est toujours actif dans ce mouvement créé par Sans Papiers eux-mêmes. Donc, toujours depuis des années,
on a fait notre réclame de régularisation de toutes et toutes personnes sans papier. Milliers de kilomètres on a marché à Bruxelles et hors de Bruxelles. Toute cette proposition de lobbying, de dialogue, principe ou formel était prévue par la coordination entre les politiciens de différents partis politiques. On avait certains partis comme le socialiste qu'ils ont mis à son programme de la régularisation de personnes sans papier. On a vu un petit peu aussi la vision de la régularisation accordée par le écologiste sur la base de travail. L'élection est passée en mai 2019. Après presque plus qu'un an, on avait des attentes de composition d'un gouvernement Vivaldi dans lequel le socialiste et le écologiste se trouvent en majorité comme 4 partis de 2 régions, c'est-à-dire le francophone et aussi son partenaire en Flandre comme Spa et Groen. Mais soudain, très vite, lors de cette négociation politique pour composer le gouvernement, toute cette promise a été rejetée. Elle n'avait pas qu'une conscience de penser, de réagir de ces personnes qui se trouvent sans accès aux droits en Europe et dans le XXe siècle que nous vivons et que nous partageons cette planète ensemble. Donc, de la part de la coordination, nous avons toujours continué. Nous sommes prêts de la mise avant ceci, cette lutte qui réclame l'accès au droit pour toutes les personnes précarisées, comme qui n'ont pas le séjour régulier de permis de résidence, de accès à plein de droits comme les autres personnes et vivent dignement. Donc, il y avait, nous avons proposé toujours dans notre cahier 5 critères clairs, permanentes, avec la création d'une commission indépendante qui vont gérer, examiner le dossier avec l'Office d'étranger. Donc, toute cette, voilà, justement, je viens de dire, de notre capacité que nous avons en tant que militants sans papier, tout ce règlement formel et toute cette démarche pour la justice a été fait de manière possible de notre part. Mais aujourd'hui, déjà avec la pandémie de Covid, il y avait plein de conseils de l'État national prévu la conférence, le comité de concertation. On avait attendu qu'un mot qui va dire sur les personnes sans papier. Mais justement, dans le vie politique, les gens passent très vite par ce mot sans papier aux personnes sans papier, mais ils n'ont jamais cette idée que dans quelle difficulté, avec quel problème cette personne traverse ce jour quotidiennement. Et voilà, si quelque chose est plus important aussi de rappeler ici de personnes qui participent ici lors de réunion. Donc, la plus claire chose, c'est toujours, autant que militant que j'ai vu, c'est toujours de militer, de avancer le combat, d'accès pour le droit. Parce que le droit existe et avec l'augmentation de personnes droites et qui ont de idéologie extrême, elles gagnent. Et si nous ne défendons pas ce droit qui existe,
Donc, ça va petit à petit, ça disparaître. Après, ça n'existe pas. Donc, nous, en tant que militants sans papier, représentants de collectifs, des Afghans, depuis toujours, nous avons dénoncé la création de centres fermés parce que ce n'est pas la cause administrative et juridique. Ça perd aussi une vie d'une personne qui tombe dans une situation très fragilisée et que la suite, il peut tomber dans une maladie différente comme psychologiquement et que j'ai vu certainement beaucoup de gens ici dans mon quotidien, mes amis autour de moi, qu'ils étaient en bon état de santé très en début, mais lorsqu'ils ont été refusés, voilà, ça a perdu. Ils n'ont pas la même état et la même compétence qu'avant. Et ça me choque trop. Et j'imagine que le gouvernement belge, parmi le nouveau secrétaire de l'Asile et de l'immigration, reprend le chantier de commencer d'abord de l'UE administrative de l'Office étranger parce que simplement l'immigration est une valeur européenne. Ça n'a toujours pas coûté trop cher, mais par contre, ça donnait toujours pour ce pays qui l'accueille. Donc, je vous remercie. Merci Azad. Et ici, on a une question de Margot qui pourrait être un peu une question de conclusion à poser à tous les intervenants si vous voulez répondre. Elle dit que les principes de dignité humaine et de liberté de circulation sont dans les conventions relatives aux droits humains. Et pourtant, ces principes ne semblent pas respectés en Belgique. D'ailleurs, la Belgique a déjà été condamnée plusieurs fois pour cela. Et du coup, elle demande pourquoi rien ne change, pourquoi on continue dans cette voie-là. J'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse concrète. Je dirais quand même que les logiques de principes idéologiques et de droits contenus dans la Convention de Genève, mais aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'a de force que si on les oppose à une situation problématique. Gilles Deleuze disait que les droits de l'homme n'avaient de fonction que par rapport à une jurisprudence. Et donc, d'abord, je pense que la notion de liberté de circulation contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme n'implique pas une liberté d'installation. Et or, on parle ici d'immigration et pas juste de migration. Le non-respect des droits des migrants, les droits des migrants ne sont pas respectés dès lors qu'ils ont traversé la frontière sur le territoire d'immigration. Et donc, la liberté de circulation sans la liberté d'installation, ça n'a pas de sens. C'est peut-être parce que ça n'a pas de sens qu'elle est présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée, ratifiée par la majeure partie des États en disant chacun est libre d'aller où il veut tant qu'il ne vient pas chez nous. Hein, c'est toujours un peu le problème de la confrontation de la théorie à la pratique. Néanmoins, on peut considérer que ces principes sont des acquis et que nous devons s'en saisir pour opposer ces principes à une série de situations que l'on trouve injustes ou déplorables. C'est le travail notamment que fait PLN et Pauline, mais c'est aussi le travail de militants que font la coordination des sans-papiers et des organisations comme Migracot. Donc moi je pense qu'il faut continuer à batailler et à surtout ne pas s'endormir sur ces principes théoriques et en permanence les confronter à la réalité le plus souvent possible dans des situations injustes. Voilà, je pense que ces principes doivent nous servir en tant qu'outils, mais ne sont pas des horizons téléologiques, ce ne sont pas des horizons finis. Ils n'ont de potentiel force qu'à partir du moment où on les oppose à une situation
à une situation dramatique. Et c'est vrai par ailleurs que la Belgique a de nombreuses fois été condamnée, et donc peut-être que ces condamnations ne sont pas suffisamment fortes, ou peut-être que le fait que ce soit un État qui soit condamné indépendamment de la responsabilité du ministre, par exemple, hein, ça peut être une autre responsabilité, mais cette dépersonnalification fait que finalement personne n'est jamais responsable, et donc voilà. Merci beaucoup. Mais Pauline veut rajouter quelque chose. Oui, simplement, au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas le droit d'entrer dans un pays qui n'est pas son pays. On a le droit de normalement pouvoir quitter son pays, donc les autorités d'un pays ne peuvent pas imposer à quelqu'un de rester à l'intérieur du pays, et au sein d'un État, normalement, on peut circuler, mais voilà, il n'y a pas en droit international un droit à circuler librement dans le monde entier. Je pense qu'il faut... Les droits de l'homme sont importants et voilà, mon travail se base beaucoup dessus, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une confiance aveugle dans les droits de l'homme, comme dit Yuri. C'est souvent finalement une question de rapport de force, une question d'interprétation toujours de ce qu'une même disposition veut dire, et ça évolue dans le temps et ça évolue en fonction aussi des opinions au sein d'une société. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment un combat politique qui est hyper important à mener contre l'extrême droite, etc. Et ce n'est pas les droits de l'homme à eux seuls qui vont nous sauver. Et je voulais encore dire quelque chose. Ah oui, au niveau des condamnations de la Belgique, oui, il y a des condamnations pour certaines pratiques, etc. Et je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Mais à nouveau, ce n'est pas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui va permettre la régularisation des personnes sans papier en Belgique, etc. Je pense que c'est vraiment, il faut un combat, il faut un rapport de force, il faut continuer la mobilisation comme elle se fait aujourd'hui. Il faut juste ne pas donner le choix. Il ne faut pas uniquement se baser sur des dispositions de droit international, même si je suis tout à fait d'accord avec Yuri que c'est un bon outil, mais cet outil tout seul, malheureusement, a peu de contenu. Moi, j'ajouterais avec ce que Yuri a dit, Pauline a dit, je crois qu'il faut qu'on arrive à décriminaliser la migration. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour détruire les centres fermés, brique par brique, qu'elles n'existent pas. Ou bien s'ils doivent exister, qu'on y enferme tous ceux qui pillent l'argent de l'État, du pouvoir public, c'est ceux-là qui doivent aller dans ces centres fermés. Là, on est d'accord. Ils ont leur place là-bas. Ceux-là sont libres, mais ceux qui n'ont rien fait de répréhensible, pour le seul fait de marcher sur le sol, on les enferme, ça c'est inadmissible. Donc moi je crois que le combat c'est là où il faut l'amener. Et ça ne change pas pourquoi. Mais c'est manque de volonté politique, manque de courage politique. Les politiques font la course derrière les voies de l'extrême droite. Et ils gabadent derrière. Ils ont perdu le terrain parce qu'ils ont cultivé, ils ont labouré ce champ pendant des décennies. Et voilà, bon, ça devient difficile. Le racisme s'installe, les clivages se renforcent. Et ça, non, ils ne vont pas ça. Moi, je pense que c'est à la jeunesse, c'est aux étudiants, c'est de construire les préjugés, de dire que non, le vivre ensemble est possible et que, voilà, il n'y a pas à tout le temps à doiter les gens. On dit que dans les migrants, c'est celui qui vient pour notre travail. Non. Si une agence comme Actiris dit que non, bon, il faut former les sans-papiers dans les médias en pénurie. Aucun sans-papier ne travaille à Actiris. Hein. C'est une institution qui a pignon sur rue, qui a fait des études, qui voilà. Il y a quand même du potentiel. Quand les sans-papiers travaillent à Arlois, tout ça là, ils construisent dans les chantiers, tout ça là. Mais ça, on ne met pas ça au grand jour pour dire que non, ils ont participé. Tout est noyé. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en lumière pour dire que non, c'est possible de donner et d'intégrer les gens dans l'état de droit parce que ces gens sont ici. Il y a des enfants qui sont nés ici, qui vivent ici, qui grandissent ici.
et les laisser dans cette situation. Vous voyez les occupations qui naissent comme ça maintenant. Les gens, le désespoir commence à pousser les gens à braver parfois certaines situations allant dans ce sens. Parce que trop, c'est trop. Nous, on n'a pas d'autres revendications sinon que la régularisation des sans-papiers. Que le secrétaire dans l'asile, migration n'ajoute pas le mot massif. Nous parlons de régularisation, point. Avec des critères clairs. C'est tout. Dès lors, pas de redevance, les gens vont introduire les dossiers. Donc, c'est vraiment c'est ce que nous demandons au gouvernement. Bientôt là, on parle de vaccination, de tout ça. Mais comment voulez-vous lutter contre la pandémie tout en oubliant 150 000 personnes? Il ne faut pas rêver. Les 20 personnes là prennent aussi les métros. La criminalisation, vraiment, il faut la détruire. Les sans-papiers souffrent. Hein. Regardez l'exemple de la STIB, qui aujourd'hui, cette société qui, dès le premier jour de la pandémie, avait pris des mesures. Non, il fallait s'asseoir juste à 5 dans le métro. Aujourd'hui, on est bandé là-dedans. Mais la seule mesure qu'il a gardée, c'est pour pénaliser les sans-papiers. Il faut payer l'abonnement avec la carte bancaire. Parce que les sans-papiers n'ont pas de carte bancaire. C'est honteux, ça. Personne n'en parle. C'est vraiment révoltant. La criminalisation des migrants et des sans-papiers, c'est un phénomène réel, c'est une réalité que nous avons vécue, que nous continuons à vivre. On a vu 2 hélicoptères, 200 policiers pour aller arrêter 14 personnes. Vous vous rendez compte? Qui dormait dans une occupation? C'est un scandale, ça. 200 policiers avec 2 hélicoptères, plus les chiens dans ce pays. Qu'on ne nous dise pas que non, qu'on ne criminalise pas. La migration n'est pas un crime. Point. Merci Serge. Et c'est vraiment un message qu'on veut transmettre au Migracode. Donc, c'est super que tu l'aies dit. La migration n'est pas un crime. Et d'ailleurs, c'était l'image de notre événement. C'était personne n'est illégal. Et c'est vraiment un message qu'on essaye de faire passer au Migracode. Donc, merci de l'avoir évoqué. On va peut-être tout doucement conclure l'événement parce qu'il commence à se faire tard. Ben, merci à vous 4, en tout cas, Pauline, Azad, Serge et Yuri, d'avoir participé à cette conférence. Merci à tous d'être venus. Certains viennent depuis plusieurs jours au festival et ça nous fait plaisir. Le festival continue demain avec une collecte de vêtements qui est lancée. Vous pouvez venir au 34 avenue du Ciseau à Louvain-la-Neuve, déposer des vêtements. On recherche particulièrement des vestes et des chaussures. Et jeudi, on diffuse une pièce de théâtre qui s'appelle Migrants, suivie d'une discussion à propos de cette pièce. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous pour l'invitation et pour l'organisation. Oui. Bonne continuation. Merci à vous. Et votre projet. Salut. Salut à tous.